C'était un duel jusqu'au sang. Un duel sous le soleil qui était au zénith. C'était un duel stratosphérique. Que des duels stratosphériques en première année, en deuxième année et en troisième année. J'ai adoré, du début à la fin. Bravo Zoran. C'est le moment où je fais un discours. C'était mon idée en plus, c'est le moment où j'ai suggéré ça. Merci beaucoup à tous d'être venus. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. C'est compliqué d'organiser l'IAS et nous savons que c'est compliqué pour les candidats de préparer, c'est compliqué pour même le public de venir et surtout c'est compliqué de réunir des jurés de qualité et qui sont volontaires pour venir. Ce soir, nous avons des jurés certes de qualité, volontaires, je ne sais pas trop, certains ont été forcés pour être là, je ne vous dirai pas lequel, c'est ceux qui ne sourient pas, celui qui ne sourit pas. Voilà. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par en fait les présenter, même si vous en connaissez au moins deux d'entre eux. Monsieur le doyen et monsieur le vice-doyen qui sont toujours présents à nos événements, souvent en finale, ils nous font l'honneur de leur présence. Pour la plupart, c'est les figures tutélaires en quelque sorte de la fac et c'est aussi les figures tutélaires de l'ISIAS. On les remercie d'être présents physiquement et moralement, surtout physiquement parfois, mais parfois vous n'êtes pas tout le temps... Non, bon bref, c'est pas grave. En tout cas, merci à eux, merci à l'UFR Droit, donc représenté par eux notamment de pouvoir nous permettre d'organiser l'ISIAS dans les locaux et aussi de pouvoir d'offrir des cadeaux à nos candidats. Nous avons comme partenaire aussi cette année Henrik B Édition, qui a été la seule édition juridique à répondre à notre demande de partenariat. Et cette nouvelle demande de partenariat va nous permettre d'offrir là encore des beaux cadeaux à nos candidats qui leur permettront, qui leur faciliteront leur avancée dans les études. Et puis bien sûr, nous remercions monsieur le bâtonnier Caruso, qui est là depuis, ça fait combien de temps? 5 Quelques années, ans plus que ça. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Monsieur le bâtonnier qui répondait à notre appel quand il n'était que membre du Conseil de l'Ordre du Barreau et qui maintenant depuis a été élu bâtonnier. De là à y voir une coïncidence, je ne sais pas. Peut-être l'ISIAS vous a un peu aidé, voilà. On est fort dans les... C'est grâce à vous. Oui, je pense que c'est grâce à vous. Et monsieur le bâtonnier, je vais dire un mot gentil sur vous parce que c'est vrai que dès qu'on est une galère, l'année dernière on n'avait pas de salle, on a été annulé 2 jours avant la demi-finale. Et bien tout de suite, monsieur, il y avait 3 ans, pardon, coup de fil à monsieur le bâtonnier, en quelques heures, il nous avait cette salle-là, on a pu faire notre demi-finale sereinement. On avait une galère de jurés, et ben il nous a trouvé 2 confrères qui étaient prêts à siéger avec nous. Et puis même l'année dernière, je me rappelle que le bâtonnier Orny nous avait proposé un financement. Donc voilà, le barreau d'Évry est toujours là pour nous et c'est une vraie fierté d'organiser l'ISIAS à Évry, auprès du barreau et de créer quand même une proximité entre le monde étudiant et le barreau. Je vais dire un mot inspirant. J'avais dit que je dirais un mot inspirant. Ça ne ressemble pas. Non, je ne suis pas très inspirant. J'aime vite et j'aime beaucoup. Je dirais que c'est une de mes grandes qualités. C'est-à-dire que je suis un espèce d'amant passionné. Je m'attache très très vite aux choses et aux gens. Et j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Et l'ISIAS, c'est peut-être l'amante à qui j'aurais été la plus fidèle, puisque depuis 9 ans que j'ai commencé le concours en L1, et bien chaque année j'y reviens. Et il est très difficile pour moi d'en partir. L'ISIAS, je pense que c'est une amante qui se laisse aimer aussi. Elle est un peu exigeante, elle est parfois sévère, elle est parfois ingrate, mais c'est une amante avec qui on aime beaucoup faire l'amour. Et bien que mes plus beaux orgasmes n'aient pas été avec elle. Ça rassure le jury, si vous permettez. Je partage l'observation. Puisque je n'ai jamais gagné avec elle, et bien au final, je suis quand même revenu et j'ai du mal à m'en détacher. J'espère que, et je vois des vétérans d'ailleurs dans la salle de l'ISIAS, et je sais qu'ils partagent ce sentiment. J'espère que les candidats auront passé un excellent concours, que ce soit les gagnants ou les perdants. Et j'espère que vous reviendrez les années d'après
que même si vous ne venez pas à Évry, que vous allez dans une autre fac, eh bien j'espère que vous continuerez les concours d'éloquence. Et j'espère surtout que vous en tirerez quelque chose d'enrichissant dans votre vie. Parce qu'au final, l'ISIAS, c'est un peu ça, le monde associatif, c'est un peu ça. Et nous remercions, et surtout, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour les membres du bureau de l'ISIAS qui ont tout organisé et tout porté sur leurs épaules. Emmanuel, Edith, Falmata, bravo à eux. On va pouvoir commencer. Les candidats, vous allez passer donc un par un sur cette table devant, très impressionnante, à la largeur de l'écoute que vous êtes censé avoir. 10 minutes maximum, vous connaissez la règle, droit de réponse, pas plus d'une minute, pas plus de 30 secondes même dirons-nous. Le bâtonnier vous appellera tour à tour, les L1 d'abord, les L2 ensuite, les éloquences enfin. Ensuite le juré se retirera pour délibérer et il y aura 3 gagnants ce soir qui représenteront la fac d'Évry au concours d'éloquence et de plaidoirie nationale. Bon courage à vous. Eh bien, merci, chers confrères et anciens présidents amoureux de la LISIAS, et bienvenue à vous tous. Voilà, le barreau d'Évry vous accueille avec plaisir et accueille non seulement le staff étudiant, le doyen, vice-doyen, mais aussi les étudiants et les orateurs que nous allons entendre. Et sans plus attendre, nous allons appeler donc les premiers. Donc pour la première année, pour l'exercice de plaidoirie, en demande, j'appelle Maître Benhamed Djebril, si j'ai bien appelé son nom. Nous vous écoutons. Vous pouvez y aller. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tant de haine contre quelqu'un qui s'est juste battu pour ce en quoi il croit? Pourquoi est-ce qu'on me retire tout? Pourquoi on s'acharne sur moi? Pourquoi ai-je tout perdu? J'ai toujours fait en sorte d'être droit, de me battre pour mes principes, pour mes valeurs, de me battre pour les autres aussi. Alors, pourquoi moi? J'y ai réfléchi. Il faut vraiment être dépourvu de toute humanité pour torturer quelqu'un de la sorte. Faire du mal seulement pour faire du mal, sans rien à y gagner. Détruire quelqu'un de l'intérieur, en y prenant plaisir. C'est donc ça, le passe-temps favori de l'humanité? En vérité, je ne sais même pas réellement ce que je ressens, ni ce qui se passe. Je me sens coupable. Mais coupable de quoi? D'avoir vécu? Je ressens de la haine envers moi-même et surtout envers les autres. Je n'ai plus réellement envie de vivre, envie de me sentir mieux. Je suis malade et je n'ai même plus la force de guérir, même plus l'envie d'aller mieux. J'accepte ma damnation éternelle. J'ai tout donné, toute ma vie, pendant toutes ces années. Et pourtant, peu importe le temps que ça a duré, en une vidéo, tout a été détruit, réduit à néant. Je me demande même si mon combat a servi à quelque chose. La maladie de l'humanité a comme symptômes GIF et même Internet. Le mécanisme de la justice s'orchestre maintenant à coups d'oiseaux bleus, de petits fantômes jaunes ou de hashtags sur une toile qui n'a rien d'un tableau de maître. Alors, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, vous avez l'antidote. Allez-vous l'utiliser? Après un discours réussi, Sam Djiférien s'en va fêter le travail de toute une vie avec ses amis. Il se laisse emporter par cette brise de positivité et un verre de champagne atteint ses lèvres. Malheureusement, le justiciable que je représente avait omis qu'il ne tenait pas l'alcool. C'est alors que, tapie dans l'ombre, l'une de ses détractrices qui n'attendait qu'un trépas de sa part,
sort son téléphone de son étui et capture samedi je fais rien dans cet état second. Et si seulement cette histoire pouvait s'arrêter là, on aurait pu économiser du temps et des larmes. Mais non. Cette vidéaste, pas si amatrice que ça, compte tenu du cadrage parfait, va prendre un malin plaisir à diffuser cette vidéo pour détruire complètement le travail de toute une vie. Monsieur dit je fais rien se réveille et allume la télévision comme à son habitude. Et là, le ciel lui tombe sur la tête. Cette même tête qu'il voit sur son écran de télévision au JT de 13h, présenté par Feu Jean-Pierre Pernaut. À ce moment-là, sa vie et son avenir sont détruits. C'est déjà trop à supporter. Mais en plus de cela, la responsable se vante de cette atrocité. Madame Crête scande fièrement être à l'origine de la diffusion de cette vidéo. Il faut cependant lui rappeler qu'il existe des droits et des devoirs. Qu'il existe le droit à l'image et les conséquences de son non-respect. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'article 9 du Code civil dispose, lui, dans son premier alinéa, que chacun a le droit au respect de sa vie privée. De cet article découlent deux choses. Le droit au respect de la vie privée et le respect du droit à l'image. Ces deux droits n'ont pas la même définition et ne protègent pas contre les mêmes abus, comme le précise la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 2005. En effet, l'un est lié à l'image même de la personne, c'est-à-dire une capture ou une vidéo. L'autre est relié aux informations privées qui peuvent fuiter. Ici, c'est le droit à l'image qui a été bafoué. Cependant, comme a pu le préciser le tribunal de grande instance de Paris dans sa décision rendue le 24 janvier 1997, la diffusion sans le consentement de l'intéressé est interdite. En l'espèce, l'accord pour la diffusion de cette vidéo n'a jamais été donné. Pire encore, si monsieur dit je fais rien avait vu la vidéo, il se serait empressé de demander sa suppression. Et ne me dites pas que Madame Crête n'a pas pensé aux conséquences. Non, sûrement pas. Elle est même allée jusqu'à revendiquer son acte durant une interview. On peut aussi aborder le sujet de l'identification de la personne sur le cliché. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que si la personne n'est pas identifiable ou reconnaissable, il n'y a pas atteinte à sa vie privée ni à son droit à l'image. En l'espèce, l'identification est plus que caractérisée car il y a même des gifs et des mèmes qui le visent expressément. L'atteinte au droit à l'image est caractérisée. Il s'agirait désormais d'en comprendre les conséquences. Le fait est ici la diffusion d'une vidéo montrant Monsieur Dichférien dans un état fortement alcoolisé. C'est ce qui a, par la suite, causé un dommage psychologique au justiciable que je représente. Savez-vous ce que ça fait de devenir la risée de toute la société à cause d'une seule vidéo? Lui, il le sait. Sa vie n'est plus qu'un cauchemar depuis ce jour. Et ce n'est pas d'un simple pincement au bras qu'il en sortira. Les insultes et les critiques blessantes, ainsi que les violences psychologiques subies par Monsieur Dichférien sont des dommages qui sont une conséquence directe de la diffusion de cette vidéo. C'est par la diffusion de cette vidéo que les insultes ont commencé. L'intention de Madame Crête était de détruire totalement le combat de toute une vie menée par Monsieur Dichférien. Madame Crête savait pertinemment ce qu'elle faisait, ce qui allait en découler et la violence qui allait en pleuvoir. On peut aisément en conclure que ce dommage psychologique est certain, puisque Monsieur Dichférien a vu sa vie détruite et qu'il en subit encore les conséquences jusqu'à ce jour. Puisqu'il y a dommage, il doit y avoir réparation. Comme l'énonce l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 1993, il faut la caractérisation d'une faute personnelle
pour engager la responsabilité personnelle. En l'espèce, la faute est commise par Madame Crête, qui se vante fièrement être à l'origine de la diffusion de cette vidéo. Sa responsabilité personnelle est engagée. Toutes ces souffrances psychologiques que M. Djichférien a endurées l'ont détruit, complètement annihilé. Puisqu'il y a dommage, il doit y avoir réparation. Tristesse, perte de conscience de la réalité, dépression. Jusqu'où laisserons-nous des comportements qui ont des conséquences aussi néfastes rester impunis? Haine, psychose. La suite, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous la connaissons. Tentative de suicide, suicide. L'histoire se répète comme à chaque fois, encore et encore. La boucle est bouclée. Pourquoi laissons-nous toujours cette trame se poursuivre? Insensibilité, déni, égoïsme. Voilà pourquoi. Parce qu'on ignore toujours les victimes. On sous-estime l'ampleur des dégâts moraux dus au déversement de haine et à l'acharnement omniprésent sur les réseaux sociaux. Mais pas ce soir. Non, pas ce soir, mesdames et messieurs. Il est grand temps de taper du poing sur la table et de dire stop à cette violence. Couper la mauvaise herbe à la racine et punir sévèrement ceux qui ont planté la graine. En ce sens, je demande au titre de l'article 9 du Code civil 10 000 € de dommages et intérêts pour les réparations du préjudice moral subi par M. Djichférien. De plus, nous demandons que Mme Crête soit condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile aux antidépens. Nous allons donner la parole à l'avocat de la défense, Maître Benasser Anis, le temps que tout le monde s'installe. Vous avez la parole. Enchanté. Candice, Cray. Si, je vous assure, j'ai tous les stigmates d'une étudiante qui va rater sa vie. J'ai des amis, je sors, je m'amuse et je bois de l'alcool. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je suis ringarde. C'est du moins ce qu'on voudrait vous faire croire. C'est du moins ce que Sam voudrait vous faire croire. Ce dernier développe l'argument des ravages de l'alcool chez les jeunes. Mais il révèle surtout aujourd'hui que dans notre société, être une étudiante fêtarde serait un problème. Mais non, ce n'est pas le cas. L'alcool, consommé avec modération, n'a jamais été un frein pour entreprendre ce qui nous tient à cœur. Sam qui tendait à répéter « Réveillez-vous ». Mais nous, réveillons-nous. Parce que Sam a essayé de nous endormir. Et il faut regarder qui il est réellement. Lui, Sam Djichférien, et pas un autre. Cofondateur et président de l'association Sober is the New Hype, Monsieur Sam Djichférien vient pour la première fois scander son message au congrès annuel sur la prévention, sur la sécurité routière. Il fait entendre sa voix pour défendre la cause qu'il anime depuis ses prémices de militant, l'alcool.
Sam, tu as été incroyable, percutant. Il faut fêter cela. Débrief au café d'à côté. Champagne. Champagne? Le programme des after-work de Sam, ce n'est pas plutôt les rediffusions hebdomadaires des questions d'info? À la sortie du congrès, Monsieur Dicheférien, accompagné de tout le public, se retrouve au bar pour fêter son chef-d'œuvre. Cependant, 1, 2, 3, 4, 5 coupes plus tard, l'état de Sam s'est dégradé. Il montrait des signes importants d'ivresse. Il répondait par des gestes obscènes et s'exprimait dans un langage difficilement compréhensible. Allez, laissez-moi kiffer les mecs. C'est ma soirée ou pas? Oui, c'est ta soirée. Mais quelle drôle de soirée pour un homme qui ne voulait pas suivre la mode. Celle de l'alcool obligatoire à chaque soirée. Cette mode de ringard. C'est alors que Madame Cray vit le groupe sortant de l'établissement. Amusée par l'ironie de la situation, elle brandit son smartphone avant de prendre cette scène en vidéo et s'empressa de l'envoyer à tous ses anciens amis de la fac. Lui qui leur rappelait qu'il fallait boire avec modération. Et puis, pourquoi pas fumer en cachette, parler sans écart, penser sans déraper pendant qu'on y est. Paroles et paroles et paroles. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, Monsieur Dicheférien saisit la justice pour obtenir réparation et faire valoir ses droits en assignant Madame Cray devant les juridictions civiles compétentes. Mais peut-être faudrait-il évoquer l'intérêt général que représente cette divulgation. Madame Cray est à l'origine de 2 actions qui peuvent être juridiquement analysées. Tout d'abord, l'enregistrement et la diffusion de la vidéo, et puis la participation à cette fameuse interview. Commençons par l'interview de Candice. Ici, les faits relatent que cette insolente se vantait publiquement d'être à l'origine de la vidéo. Mais les faits ne relatent pas si Candice a tenu des propos injurieux ou atteignant à l'honneur de Sam. Les faits nous invitent donc à nous concentrer naturellement sur la vidéo prise par Candice, car l'interview nous permet uniquement d'identifier l'auteur parmi les dizaines de vidéos. Comme l'avocat de la demande vous l'a bien précisé, le droit à la vie privée est consacré aux articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il l'est aussi au niveau national à l'article 9 du Code civil. Cependant, l'article 9 du Code civil ne donne ni définition, ni liste des droits protégés au titre du droit au respect de la vie privée. La jurisprudence est donc naturellement intervenue pour faire entrer divers domaines dans le cadre de cette protection. Ainsi, la protection de la vie privée s'étend aujourd'hui à la vie sentimentale, l'image ou même l'état de santé. En l'occurrence, l'état d'ivresse de Monsieur Dicheférien relève-t-il réellement de sa vie privée ? 2 conditions doivent être établies afin que l'atteinte au droit au respect de la vie privée soit justifiée. Tout d'abord, une immixtion dans la vie privée et puis l'absence d'autorisation à cette immixtion. Concernant l'immixtion dans la vie privée, je vous l'accorde. On peut s'interroger sur le fait que l'état d'ivresse de Monsieur Dicheférien relève de son image ou encore de son état de santé. Cependant, l'état de santé correspond généralement à une maladie, ce qui n'est pas le cas ici. Concernant l'utilisation de son image, il a été admis par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 18 janvier 2011 que la divulgation des photos prises clandestinement d'un mannequin qui se droguait et les détails de sa thérapie ne portaient pas atteinte à sa vie privée. En ce qui concerne l'autorisation,
L'utilisation de l'image de Sam est semblablement soumise à son autorisation, à l'exception de certains cas, notamment si Sam apparaît dans un lieu public, au sein d'un groupe, sans y être individualisé. Jusqu'à preuve du contraire. Le café dans lequel se rend Sam est un lieu public. Accompagné des membres de son équipe, on apprend même par la suite que les spectateurs de son discours les ont rejoints. Candice, quant à elle, filme l'ensemble de la scène, comprenant le groupe entier, et non pas uniquement l'état d'ivresse de Sam. De plus, ce dernier vient scander son message devant toutes les chaînes nationales. Il a dû, en amont de ce discours, donner son autorisation pour l'utilisation de son image. Cherchant en effet à être vu par le plus grand nombre, même lors de l'after, l'utilisation de son image coule de source. Car il représente au regard de tous le président de son association de militants contre l'alcool, et ce, même en dehors de son discours. Le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu. En effet, une atteinte à ce droit peut être autorisée lorsqu'un événement portant sur un débat public d'actualité survient lors d'un débat d'intérêt général. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 30 juin 2004 que personne ne peut s'opposer à la réalisation ou à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à en être informé. En l'espèce, Sam est le porte-parole, que dis-je, le représentant de son association. Il est un modèle pour de nombreux étudiants. En l'occurrence, ici, son état d'ivresse et son comportement servent l'intérêt du débat. Le public se doit être informé de cette mascarade. Il prononce un discours devant de nombreux spectateurs, cherche à être vu pour allier des personnes à sa cause. Tout ceci au final pourquoi ? Pour faire tout le contraire de ce qu'il dit. C'est donc la finalité de la publication au regard de l'intérêt général qui va justifier ou non une possible atteinte à la vie privée. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, action ou vérité ? Force est de constater que dans le cas de Sam, il y a un écart énorme entre l'action et la vérité. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. C'est peut-être ça, Monsieur le Président, être ringard. C'est pour cela qu'au titre et au regard de toute cette affaire, je demande de débouter la partie adverse de toutes leurs prétentions. Également, je demande au terme de l'article 700 du Code de procédure civile le paiement par la partie adverse de la totalité des frais juridiques. Merci. Alors, on va tous les entendre, hein, on va Oui, les libérer. Hein. Voilà. Merci. Nous allons appeler Madame le procureur pour défendre la cause qui lui est soumise. Donc, j'appelle donc Madame le procureur Gilles. Alors, excusez-moi si j'écorche un petit peu le nom. Glisbert Calista. Vous avez la parole. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Monsieur le Président, messieurs les juges, mais contre qui sommes-nous en guerre ? Nous sommes en guerre contre toutes les personnes qui vont au-delà de nos lois, contre toutes les personnes qui sont contre nos droits. Nous sommes en guerre contre toutes les personnes qui tentent par n'importe quel moyen, par n'importe quelle espièglerie, de défier notre justice. Et je puis dire sans rougir, sans faillir,
que la situation de crise que notre monde traverse n'a laissé de croire à trop de personnes que le glaive de la justice pouvait passer de main en main. Il n'en est rien. Et surtout, il n'en sera jamais. Alors oui, le défi est appétissant, il est plaisant, il est parfois même séduisant. Et quoi de mieux que de défier nos lois, notre justice? Mais je dois rappeler, de façon nécessaire, primordiale, que si le défi est séduisant, notre justice punit et réprime sévèrement les individus qui jouent avec nos limites. Et de quel jeu parlons-nous ici? Nous parlons d'un jeu qui découle d'une passion. Probablement vous appréciez le golf, le tennis, la danse peut-être. Certains ont la passion des armes. Mais Monsieur le Président, le mot « arme », messieurs du tribunal, entendez encore une fois ce mot « arme ». À quel objet pensez-vous en premier? Un revolver? Un couteau? Un lance-pierre peut-être? Et si je vous disais que pour Patrice, le mot « arme » est associé à l'artillerie lourde? Alors je m'explique. Chasseurs aériens, missiles, hélicoptères de combat et même des chars d'assaut. Alors, personne n'a jamais été puni d'une passion. Cependant, nous devons punir lorsque la passion défie la justice. Patrice Albani ne se refuse rien. En témoignent ses passions, le cigare, le whisky, les femmes et les armes de catégorie A. Depuis 12 ans, il ne s'est permis aucune folie. Cependant, la guerre en Ukraine a réveillé chez lui sa plus vieille amie. Et c'est pour cela que M. Albani a demandé de l'aide à un ancien spetsnaz pour voler un char moyen, un T-34 fonctionnel. Le char moyen sera démilitarisé par un mécanicien moldave, puis envoyé en toute discrétion dans sa mission de campagne. Une fois chez lui, il se met à le rénover et en vient à négliger sa famille, jusqu'à quitter le lit conjugal, jusqu'à quitter son travail. Et le drame arrive. Un char d'assaut roule sur la voie publique et pourtant, nous ne sommes pas le 14 juillet. Monsieur Albani chante nu et à tue-tête sur le char en marche. Il est placé en garde à vue malgré une certaine résistance par les policiers. L'expert révélera que notre homme était en parfaite possession de ses facultés mentales et psychiques. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, par son acte, par la possession de son discernement, par sa détention d'armes de guerre, il a mis la vie d'autrui en danger. L'article 222-52 du Code pénal réprime le fait d'acquérir ou de détenir des matériels de guerre relevant des catégories A sans l'autorisation prévue. Cette catégorie regroupe les armes de guerre réservées aux militaires en mission, comme les fusils d'assaut ou les chars. La détention est le fait de posséder une arme chez soi, à son domicile. Et le prévenu détient bien une arme chez lui, un char dans son garage. Un char fonctionnel. L'alinéa 3 de ce même article énonce les circonstances aggravantes que nous traiterons dans un second temps. L'article R311-1 du Code de la sécurité intérieure précise qu'une arme neutralisée est une arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition. Selon l'article suivant, les armements neutralisés peuvent être détenus par des particuliers et ajoute qu'une arme est considérée comme neutralisée par deux procédés. Un concernant les modalités définies par arrêté du gouvernement ou par des procédés définis et contrôlés par un État membre de l'Union européenne sous réserve qu'il offre des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France. Mais ici, la neutralisation a été faite par un Moldave qui n'a ni suivi les procédés français ni les procédés d'un pays de l'Union européenne. Je rappelle que la Moldavie n'est pas un pays faisant partie de l'Union européenne. L'arme en question est un char T-34, un char fonctionnel. L'arme ne peut donc être considérée comme neutralisée si celle-ci ne possède pas un acte authentique et valable qui peut en attester. Concernant ces fameuses circonstances aggravantes prévues à l'alinéa 3 de l'article 222-52 du Code pénal, si l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, les peines peuvent être portées à 10 ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende. La complicité consacrée à l'article 121-7 du Code pénal
est constituée dès lors qu'il y a un fait principal punissable. Mais dans notre affaire, il y a bien la détention d'une arme de catégorie A, une arme de guerre que détient M. Albani. Nous le savons, la complicité peut prendre plusieurs formes, l'aide ou l'assistance qui facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. Il doit s'agir d'un acte positif qui consiste le plus souvent dans la fourniture de moyens permettant la réalisation de l'infraction. Principal, dans notre cas, M. Albani a demandé l'aide à un ancien Spetsnaz. Il y a donc bien l'existence d'un acte positif, résultant la récupération du char, sa sécurisation afin que M. Albani puisse l'acheter. Il y a donc un complice et un auteur à cette infraction. Par conséquent, une circonstance aggravante. Enfin, l'entière possession du discernement, ainsi que la volonté de M. Albani, est telle que l'imputabilité est largement caractérisée. Elle est le socle de la responsabilité pénale. C'est d'ailleurs l'arrêt Laboub de 1956 qui nous dit que toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. Le discernement, c'est la volonté. Patrice avait toute la volonté nécessaire pour faire importer son char. Au bout de 12 ans quand même, s'il n'avait plus de volonté, la guerre en Ukraine n'aurait pas réveillé chez lui sa plus vieille passion, sa plus vieille amie, sa maîtresse. Alors oui, Monsieur le Président, oui, Monsieur les juges, Patrice Albani avait toute la volonté nécessaire pour commettre cette infraction. Et si la défense souhaite me contredire, je lui demanderai de s'en remettre aux propos de l'expert. Écartons d'ailleurs les troubles psychiques ou neuropsychiques prévus à l'article 122-1 du Code pénal, qui énonce que si au moment des faits, la personne est atteinte de ce genre de trouble ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, elle est irresponsable pénalement. Mais encore une fois, je m'en remets aux notes de l'expert qui précise bien une totale absence d'abolition du discernement au moment des faits. Monsieur Albani a acheté un char fonctionnel, il l'a rénové. Il en a pris soin comme la prunelle de ses yeux. Et c'est la passion meurtrière qui l'a mené à défiler nu sur celui-ci dans nos rues. On vous demandera sûrement à la défense de la clémence. Mais imaginons que monsieur Patrice Albani, qui n'est pas un militaire, qui n'est pas un professionnel, avait par accident tiré sur nos concitoyens. Imaginez que dans les victimes, il y a eu vos femmes, il y a eu vos enfants, il y a eu vos parents. Auriez-vous été clément? Auriez-vous éprouvé de la compassion? Nous représentons la justice. Et en tant que représentants de cette justice, nous représentons l'ordre, la sécurité et la paix. L'ordre n'est pas de se réveiller un matin de fin d'hiver et voir défiler dans nos rues un char comme au 14 juillet. La sécurité n'est pas de craindre pour sa vie à la vue d'un char avec un homme nu à sa tête. La paix représente à elle seule le combiné de l'ordre et de la sécurité. Il est de notre pouvoir, il est de notre devoir de faire taire ce genre d'agissement afin de garantir, de faire respecter et de faire prospérer notre justice. Alors oui, certaines passions sont inoffensives telles que la peinture, les arts, le cinéma. Mais lorsque la passion, aussi innocente soit-elle, dépasse l'entendement avec le bien fondé, il est de notre pouvoir, Monsieur le Président. Il est de notre devoir, messieurs les juges, de réprimer, de punir et de condamner les conduites délictueuses. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, au regard et au titre de toute cette affaire, je requiers une peine s'élevant à 10 ans d'emprisonnement et une amende s'élevant à 500 000 € sur le fondement de l'article 222-52, alinéa 3 du Code pénal. Merci, madame le procureur. Je vais donc appeler l'avocat de la défense, maître Kinette Charlotte. Vous avez la parole. Ça aurait pu être une leçon, ça aurait pu être une conclusion,
Ça aurait pu être l'ébauche d'un nouveau roman, délaissant la guerre, offrant la promesse de l'aube, mais le pouvoir, la cupidité, fragrance aux couleurs de celles que Grenouille utilise dans Susskind, annihilant l'espoir, nous menant vers les ténèbres, là où les damnés ne sortent pas, là où les damnés ne sont pas présents. Alors, il est vrai que personne n'a soufflé tel éole un vent de volonté, un vent d'espoir, afin d'apprendre. Apprendre à se relever, apprendre à faire face, apprendre à sourire pour sortir ensemble de ces ténèbres. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je suis là devant vous avec fierté aujourd'hui afin d'assurer la défense de monsieur Patrice Albani, qui aurait souhaité, à l'instar d'Éole, prolonger ce souffle lyrique, permettant aux hommes de s'envoler, tels des ballons dans le ciel, vers une mélodie aux notes pacifiques. Mon client aurait aimé aider les autres. Il aurait aimé être entendu, soutenu, compris, certainement pas rabaissé et encore moins accusé. Monsieur le Président, aujourd'hui sur le banc des accusés se trouve un homme qui de toute évidence n'est en rien à sa place. Alors effectivement, on vous dira de mon client qu'il est perturbé, ravagé, dangereux. Pour qui? Pour vous? Pour moi? Pour la société? C'est là le tableau dénaturé que le procureur de la République aura fait de mon client. Mais Monsieur le Président, ce tableau est fallacieux. Mon client est innocent. Permettez-moi, messieurs les assesseurs, de vous dénilamenter une vie de plaisir, non pas coupable, mais bien valable. Une vie où l'histoire est maître et où la paix en est la reine. Cela fait des années que la passion a fleuri dans le cœur de Patrice. Cela fait des années que mon client a décidé de devenir collectionneur, non pas d'armes ou de matériel de guerre, mais bel et bien d'une époque, d'une vie, d'un passé. Cet homme passionné est toujours empreint de respecter les lois. Cet homme qui se tient aujourd'hui devant vous est accusé de passion. Il est accusé d'avoir essayé d'apporter la paix. Madame, le procureur de la République a fait le choix de traîner un homme en justice qui est innocent, accusant mon client de détenir et d'utiliser du matériel de guerre. En effet, mon client est un passionné de l'ex-URSS, se plaisant à collectionner l'histoire, se plaisant à collectionner un passé, des vestiges. Seulement, mon client a réussi il y a peu à trouver le Graal, l'élément ultime de sa collection. En cette période de guerre ukrainienne qui fait rage, où le passé se fait brume, où l'homme oublie les ravages du passé, Patrice décide de réveiller ce petit monde. Son objectif ? Transmettre un message de paix, faire renaître de ses cendres le passé oublié, arrêter ce conflit. Néanmoins, le procureur de la République ne voit qu'en cet homme un être ayant enfreint la loi. Il va sans dire qu'il sera des plus exquis pour le procureur de la République de brandir avec fierté et conviction son code pénal, et plus précisément sa section 7 portant sur le trafic d'armes, s'attardant principalement sur les articles 222-52 et 222-54 de ce dernier. Alors il est vrai, Monsieur le Président, que mon client n'a certes pas respecté l'arrêté du 12 mai 2006 concernant le fait de demander l'autorisation à détenir et à utiliser auprès de la préfecture un matériel de guerre de la catégorie A2, 8e, soit un véhicule blindé historique. Seulement, Monsieur le Président, mon client est innocent. Mon client n'a certes pas déclaré le véhicule blindé auprès du préfet, mais à l'instar d'une mélodie aux consonances désastreuses et à la lecture tronquée en raison d'un instrument désaccordé, instrument utilisé par le procureur de la République, afin de vous dépeindre un tableau des plus abstraits aux couleurs d'un Kandinsky, permettez-moi, Monsieur le Président, de rendre cette cacophonie plus agréable. En effet, depuis que ce qui lui semble être un siècle, et ce qui n'est en réalité qu'un court laps de temps, un homme déambule de pièce en pièce, de bar en bar,
de souvenir en souvenir pour le bonheur de ces dames. Des femmes ingénues ou presque, se laissant happer, dévorer, déguster par l'histoire du passé. En effet, Patrice Albani est un homme passionné, passionné d'histoire, passionné par les faits passés, mais surtout passionné par la Seconde Guerre mondiale. Cet homme curieux apprécie la compagnie des livres en plus de celle de ces dames. Patrice Albani, un homme d'affaires trouvant son plaisir, sa source dans l'harmonisation du passé avec le présent. Apprenant de ce dernier afin d'aiguiser son esprit, pour en parfaire les connaissances, Patrice est un passionné, non seulement d'alcool, en rien dévastateur, il se veut plus fanfan la tulipe qu'arlequin, mais ce qui, depuis la nuit des temps, Patrice collectionne des objets emplis d'histoire, des vestiges du passé, afin de se souvenir. Mon client ne cherche pas à fuir le passé, mais bel et bien à apprendre de ce dernier. Mon client est passionné tout comme nous. J'ai une passion, vous avez une passion. Nous avons tous cette passion qui brûle en nous. Mon client se procure, oui, certes, des vestiges du passé, des objets débordants de l'histoire, et ce, en toute légalité. Cela fait quelque temps déjà. Cela fait quelque temps déjà que mon client a délaissé sa passion pour en flatter une autre, la famille, sa famille. Mais malheureusement, des récents événements, interrompant le long fleuve tranquille sur lequel mon client vogue depuis un certain moment, la guerre menace à l'Est. Mon client ouvre les yeux, se réveille, décide de reprendre sa passion qui le consume de l'intérieur, sa véritable passion, celle de défendre la paix. Par miracle, l'objet ultime de sa collection arrive en sa possession. Un magnifique T-34 qui n'est plus fabriqué depuis 1943, mais qui est pourtant en état de marche. Ce magnifique T-34, symbole de la libération lors de la Seconde Guerre mondiale, symbole de paix, ce magnifique T-34 qu'il a fait démilitariser et neutraliser, mais dans l'urgence qu'il n'a pu annoncer. Mon client le sait, il prend un risque. Décidant de protéger sa famille, il s'enferme dans son garage afin de véhiculer une mélodie aux notes de paix. Dans les rues parisiennes qui s'éveillent ce matin, un véhicule blindé circule, soufflant un vent de paix. Une mélodie s'envole, tel 99 ballons dans le ciel. Mais il le sait, il a pris un risque. Pour qui ? Pour la société. La police arrive, mon client se retrouve alors devant vous, messieurs les assesseurs, sur le banc des accusés. Seulement, ce que madame le procureur ne souligne pas ici, mais que moi je mets en évidence, monsieur le président, ce n'est autre que la volonté de mon client de transmettre un message de paix. De souffler une mélodie rappelant que le passé ne doit être oublié, mon client souhaite réveiller le monde, avant qu'il ne soit trop tard. À aucun moment, mon client ne cherche à nuire à autrui. À aucun moment, mon client souhaitait enfreindre la loi. Mais, messieurs les assesseurs, il n'a pas eu le choix. Il devait agir vite. Il y avait urgence. Cette guerre insensée qui vient de voir le jour entre l'Ukraine et la Russie n'a déjà que trop duré. Alors, il est vrai que la méthode peut se vouloir contestable, mais l'intention est des plus louables. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président ? Qu'est-ce qu'on fait, messieurs les assesseurs ? Croire que la finalité n'est pas louable ? Croire que mon client n'était pas de bonne foi ? Croire qu'il n'y avait pas là de la proportionnalité quant au dessein ? Jamais, jamais, jamais. Mon client a certes pris des risques. Il a certes enfreint l'obligation de demander l'autorisation de possession. Mais c'est la première fois. Patrice est un homme intègre. Patrice est un homme pacifique. Patrice a cherché à faire entendre la voix de ce qui ne le pouvait pas. Mon client a cherché à défendre le droit. Il a cherché à défendre la démocratie, la justice, mais avant toute chose, la paix. En mettant en lumière l'importance de ne pas oublier le passé, mais justement d'en faire notre force afin d'affronter ensemble et d'avancer ensemble sur le courant de la vie. Et si nous nous arrêtions là, monsieur le président, si c'était tout, messieurs les assesseurs ? S'arrêter là, c'est condamner la promesse personne. S'arrêter là, c'est dire que la finalité n'était pas louable. S'arrêter là, je le rappelle, messieurs les assesseurs, c'est donner crédit à la violence. Et c'est pour cela qu'il faut que vous, monsieur le président, soyez là pour dire que ceci n'est pas acceptable et ainsi arrêter toute la théâtralité du ministère public, puisqu'il s'agit là de la vie d'un homme innocent, un homme pacifique, un homme dans une démarche politique, qui ne cherche pas à blesser mais bel et bien à enseigner,
Mon client se pense déjà être derrière les barreaux. Mon client ne pense plus rien attendre de la vie. Mais ce que je sais et qu'il ne sait pas, c'est qu'il attend quelque chose. Et il attend également quelqu'un. Et ce quelqu'un, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, c'est vous. Et ce quelque chose, c'est de trouver un ballon, de le ramasser et de le laisser s'envoler lorsque vous prononcerez comme moi, non coupable. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je vous remercie. Merci. Est-ce que nous faisons... Non, vous pouvez continuer. On continue. Eh bien alors continuons, enchaînons avec nos 3e années. Eh bien donc, sur le sujet avec ou sans élan, nous allons entendre la vision positive de M. Abderrahim Adel. Ça y est, c'était le grand moment, le moment tant attendu, le moment pour lequel il avait sacrifié 4 longues années de sa vie, le moment pour lequel il s'était entraîné jour et nuit, le moment pour lequel il s'était entraîné psychologiquement et physiquement, le moment pour lequel il avait oublié ses amis, sa famille et sa petite amie. Alors il se met en place. Il secoue une dernière fois ses pointes. Il était prêt. Top! Il est parti une demi-seconde trop tôt. Et cette demi-seconde l'a fait disqualifier. Alors on pourrait évidemment se dire que cette demi-seconde n'aurait eu pour but que d'annihiler tous ces 4 années de travail. Si vous pensez cela, vous avez complètement faux. En réalité, toute la vertu de l'élan s'est retrouvée dans ces 4 années. C'est que durant ces 4 années, il a compris. Il a totalement compris qu'il était aussi possible qu'il perde. Alors bien évidemment, le but était la victoire. Mais il a analysé. Il a étudié toutes les possibilités. Et dès lors, il a compris. Parce que la vertu de l'élan, c'est cela. Ce n'est pas de s'assurer la chute. Ce n'est pas de s'assurer la victoire à tout prix, non. Non, la vertu de l'élan, c'est de se donner la possibilité de réussir. Et de comprendre, le cas échéant, si on n'a pas réussi. Parce que celui qui ne prend pas d'élan est infiniment lâche. Il est même orgueilleux. Celui qui ne prend pas d'élan se dit qu'il n'a rien à faire pour réussir. Il laisse sa place à la chance, à l'aléa. Il se dit que finalement, ça ne vaut pas le coup de faire quoi que ce soit. Je vais laisser la chance jeter le dé à ma place, pourvu que ça tombe sur le 6. Celui qui décide de ne pas prendre d'élan, c'est celui qui fait l'affront à soi-même de se dire qu'il ne réussira jamais. Parce qu'il n'a même pas conscientisé la valeur de cette victoire, et encore moins celle de la défaite. Il ne sait même pas pourquoi il gagne. Il gagne tout simplement. Non. Celui qui aura pris de l'élan aura travaillé plus que les autres. Il s'est donné plus que les autres. Il aura eu la volonté intrinsèque de toujours vouloir gagner, plus que les autres. Alors bien évidemment, l'aléa restera toujours, parce que c'est ainsi. On ne peut pas l'évincer. Mais il aura mis toutes les chances de son côté pour réussir. Il aura eu la pudeur de croire que les choses ne se feront pas à sa place. Il a eu la pudeur de croire que, dès lors qu'il se donnera les chances de réussir, s'il gagne, ce sera entièrement sa faute.
Et s'il perd, il n'aura aucun regret. Parce que de ce chemin dont est né l'élan, il en aura compris tous les traits. Il aura appris, absolument. Qu'il gagne ou qu'il perde, il aura appris. Prenons un exemple très simple. Vous, messieurs. Si vous êtes ici, si vous êtes à la place à laquelle vous êtes, ce n'est pas parce que vous avez eu la chance d'y être, c'est parce que vous en avez la légitimité. C'est parce qu'avant toute chose, vous avez travaillé plus que quiconque. Vous êtes donné la possibilité d'y arriver. Vous n'avez pas simplement jeté un dé et dire « advienne que pourra ». Non. Vous y êtes arrivé grâce à la force de votre travail. Toujours. Prenons un exemple qui me concerne un peu plus, les études, même si les vôtres n'étaient pas si loin. Si nous faisons des études, c'est pour préparer notre avenir. C'est pour nous donner la chance de réussir plus tard. Alors, avec plus ou moins de réussite, mais ça c'est ainsi. On ne pourra pas changer les choses. Mais tout le monde se bat pour cette réussite. Tous les orateurs ici qui se sont succédés et qui me succéderont, tout le monde a pris cet élan-là de préparer le sujet, de tenter de le comprendre, d'apprendre des choses pour pouvoir atteindre le sommet, atteindre l'Olympe, le titre. Tout le monde ici a travaillé, même celui qui viendra après moi. Vous vendre l'idée qu'il ne faut pas prendre d'élan, alors qu'il aura lui-même pris tout l'élan du monde pour se permettre de dire cela devant vous. C'est un peu paradoxal. Messieurs, il me faut vous faire une confidence. Je détesterais perdre contre quelqu'un qui n'a pas pris d'élan. Parce qu'il n'aura même pas eu la volonté de gagner. Il n'aura même pas pris le temps de travailler, ne serait-ce que l'ombre d'une seconde pour y arriver. Il n'aura même pas pris conscience de la valeur de cette victoire. Il se sera dit, j'ai de la chance. Alors, je peux paraître arrogant, et si je le suis, j'accepte ce titre volontiers. Je le chéris même. Parce que si l'arrogance me permet d'atteindre l'excellence, alors je l'accueille à bras ouverts. Non. Je ne veux pas me laisser battre par quelqu'un qui n'a jamais voulu gagner. Il est impensable. Impensable de se laisser battre par quelqu'un qui n'est même pas responsable de sa réussite. Qui n'aura même pas eu ne serait-ce que la plus petite envie de s'en sortir. Non. Parce que celui qui prend de l'élan aura accepté le danger. Il ne l'aura pas évincé, il n'ira pas bêtement, non. Il aura accepté que lorsqu'il l'a laissé lancer, il n'atteindra peut-être pas son but, mais qu'à la fin, il aura été fier de lui, parce qu'il aura réussi quelque chose. Peut-être vous, messieurs, le métier que vous faites aujourd'hui n'était pas votre premier but. Peut-être que si. Mais vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour réussir coûte que coûte, peu importe comment. Peut-être que vous n'aviez jamais eu envie de vous retrouver à cette table, mais vous y êtes. Peut-être n'avez-vous jamais imaginé vous retrouver à cette table en train de juger des étudiants dire à peu près n'importe quoi. Mais vous y êtes. Le public, ici, qui est venu, a fait cet effort-là d'écouter des gens parler pour eux. Ils auraient pu se contenter de se dire que je suis trop occupé à rien faire, alors je ne ferai rien. Non. Tout le monde ici a la volonté de s'en sortir, d'une manière ou d'une autre. Moi le premier. Parce qu'il paraît totalement détestable de se laisser aller à l'aléa, de se laisser croire que tout ce que l'on a acquis, on n'y est pour rien.
que l'on n'a absolument rien construit, que l'on est responsable d'absolument aucune des victoires auxquelles on a goûté un jour. C'est détestable. Parce qu'à la fin de ce concours, il ne reste que ceux qui ont travaillé, que ceux qui ont eu la chance aussi, parce que la chance fait partie du jeu, la chance de se retrouver en finale et de gagner. Mais avant tout ça, on ne retiendra que la gloire, alors même qu'il y a eu des larmes, parfois des sueurs, parfois du sang même, pour s'en sortir. Mais vous, ceux qui ont réussi auront l'intime conviction qu'ils auront tout donné. Et c'est là la plus belle chose. Alors, à la fin, la seule certitude ne sera pas le but. Mais celui qui aura donné la peine de prendre de l'élan sera certain qu'à la fin du jeu, il en aura été le maître. Merci pour apporter la contradiction et donner une note négative à cette affirmation avec ou sans élan. Vous avez la parole. Animal brun, cervidé, le plus grand de sa catégorie, vivant dans les plaines d'Amérique, appelé aussi par les Québécois caribou. Oui, c'est lui. C'est l'élan. Messieurs, très cher jury, monsieur le président du jury, devant vous aujourd'hui, ce n'est pas un débat réellement sémantique que nous allons faire, à savoir qui est l'élan de quoi, avec ou sans élan. Pour ma part, avec le caribou, la nature est sans doute plus belle. Mais ce qui est sûr, c'est que notre conception de l'idée d'élan diverge quelque peu. Assez simplement, je vais vous démontrer que parce qu'il découle de la définition de l'élan, on ne pourrait décider que le bonheur ne se construit que par un élan, et que le hasard, en réalité, ne fait que toujours mal les choses. Puis, finalement, par une note plus personnelle, j'illustrerai sans doute que les élans que nous prenons dans la vie sont parfois utiles, mais souvent sont à tort quelque chose qui existe. Ainsi, pour éclaircir mon propos, je vais commencer par cette définition de l'élan, que j'emprunte à l'Académie française. Impulsion immédiate, impulsion soudaine. Pour illustrer cela, une voiture, quand j'arrête d'accélérer, voilà. Ce qu'elle reste à avancer, c'est l'élan. Ainsi, à partir de cela, je me demande, est-il possible de gagner une course sans élan? Prendre le bon élan, et mon condisciple l'a très bien fait. Vous a encadré sa course, sans doute, manquée de quelques secondes, oui. Mais, ici, en réalité, l'élan ne doit pas être vu comme cela. Votre vie, et on l'a très bien décrit, est faite de hasard. Et je suis un grand amoureux du bonheur, comme nous tous quelque part. Ce bonheur, j'ai envie de le trouver dans l'amour, comme nous tous quelque part. Ainsi, alors que je courtisais plusieurs demoiselles en même temps, bien ou mal m'en fait, je cherchais, au fur et à mesure de nos conversations, par missives interposées via nos smartphones, à essayer de séduire l'autre, la plus belle chose sans doute, ou la plus mauvaise, la plus malsaine, parce que, au fur et à mesure, celle qui me paraissait la plus désirable, c'était celle qui était la moins accessible.
celle-ci ne répondait pas comme je voulais à mes missives. Et ce soir-là alors, j'avais l'occasion d'aller rencontrer, pour de vrai, une de ses filles. Mais, je ne sais pourquoi en réalité, je monte dans ma voiture et je me dirige vers un endroit. Cet endroit, c'est une fête de village. Voilà, mon cerveau, semblerait-il, avait décidé de ne pas prendre le chemin de cette fille, plus facile que les autres sans doute. J'avais décidé de passer un moment simple et de me laisser porter par le hasard des choses. Ainsi, arrivé à cette fête, je passe un moment agréable et, dans un moment de flottement, je me demande si, entouré de mes amis, ce n'est pas ça le bonheur. Que tout ça, en réalité, rien n'a été calculé à l'avance ici. Toutes ces petites choses, voir telle personne rigoler, apporter une anecdote sur telle ou telle chose, c'est ça qui fait que ce moment est beau. Puis, assez mystérieusement, la porte s'est ouverte. Une porte de salle des fêtes des plus insipides. Puis là, traversait cette porte, cette fille, la plus inaccessible. Elle était là, puis elle marchait. Ce coup-là, je ne l'avais pas prévu. Ainsi, moi qui pensais que tout se faisait avec élan, tout se travaillait, tout se préparait à l'avance, j'ai été surpris que sans élan, la chose la plus belle que je puisse attendre de la vie, le bonheur par l'amour, puisse traverser cette porte. Ainsi, j'ai eu la chance de partager ma vie avec cette personne qui a traversé cette porte ce soir. De cette façon qui n'est pas simple, évidemment, de vous démontrer que le travail paye pour les buts que l'on vise, ne sont en réalité pas la totalité de la lumière de ce qui fait la beauté de la vie. Ce qui fait la beauté de la vie, c'est ce hasard. C'est ces gens qu'on rencontre au coin d'une rue qui changent votre minute, votre heure, puis votre vie. Ces mots que j'emprunte à Victor Hugo, je les pense sincèrement. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je dois me prononcer et qui est plus grave. Parfois dans la vie, on pense, à tort, que l'on a trouvé un bon élan, un outil matériel. Cet outil matériel, c'est lui qui fait de vous une personne plus forte. Ainsi, moi, plus jeune, j'avais du mal à comprendre les autres. Je ne comprenais pas comment ils fonctionnaient, quel intérêt ils portaient aux choses, au commérage, à aimer sans doute bien se vêtir, à critiquer les autres. Je ne comprenais pas cette façon de fonctionner, alors je ne partageais pas leur quotidien. Mais bon, un jour, il m'a fallu me rendre à l'évidence. La société est telle que je dois partager le quotidien de ces gens-là et je dois sociabiliser. Ainsi, j'avais trouvé mon élan. Notez-le comme vous le voulez. Cet élan-là, il m'a aidé beaucoup. Il m'a aidé à aimer, à me rendre désirable auprès des autres. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Cet élan, au fur et à mesure, devenait mon poison. Pour aller en soirée, pour aller faire quoi que ce soit qui s'apparentait à être une activité sociale, j'en avais besoin. Ainsi, cet élan, vous l'avez compris, c'est un poison. C'est 40%
d'alcool dans un verre qui vous fait croire que vous allez devenir meilleur, qui vous fait croire que vous allez être plus grand, mais qui, sans lui, en réalité, vous n'êtes plus rien. Sans lui, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Cet élan-là, on a tous, à tort, essayé de trouver dans quelque chose, de se rattacher à quelque chose qui serait notre excuse pour dire que sans lui, nous n'y arriverons pas. Ainsi, si je vous ai conté cette première histoire qui m'a permis de rencontrer l'amour, et croyez-le bien, si ce soir-là j'ai pris le volant, c'est que je n'avais pas bu, en l'occurrence. Que mes idées étaient claires et que ma recherche du bonheur était simple. Qu'en réalité, jusqu'à maintenant, je m'étais fourvoyé sur ce qu'était mon élan. Et c'est ce jour-là que j'ai réussi à comprendre qu'en réalité, dans la vie, nous n'avons pas besoin de cet élan. Et si vous le croyez, c'est déjà que c'est votre poison. Eh bien, nous avons eu droit à nos 3 duels. Je propose peut-être que soit nous nous retirons, soit on fait sortir tout le monde, on évacue la salle. Non, on vous a préparé une petite salle pour délibérer. Ah bah alors, parfait. Nous allons prendre notre élan. Eh bien, prenons notre élan jusqu'à la salle. Allons-y. Bien. Alors, je vais donner la parole à monsieur le doyen. Nous allons donc débriefer sur chaque candidat qui est venu débattre devant nous. Et vous aurez le résultat ensuite après les différentes appréciations que nous ferons individuellement sur vous tous. Et donc le résultat pour la fin, c'est normal, il faut garder un petit peu de suspense. Donc monsieur le doyen, je vous laisse commencer. Merci beaucoup. J'ai été poussé, donc je suis le premier. Et dans un élan, donc, mais à l'arme légère, filmé. En plus. On va donc revenir sur les performances, car disons-le, les performances de chacun d'entre vous. Je vais commencer par les 2 candidats de première année. Vous avez l'un comme l'autre su vous approprier un certain nombre d'aspects du sujet et vous avez souhaité effectivement mettre en avant un certain nombre d'éléments sur le plan juridique. Peut-être en revanche, y a-t-il manqué pour que l'ensemble du jury un effort de compréhension peut-être davantage des faits et de les mettre en perspective de manière à ce que l'on puisse mieux comprendre finalement votre plaidoirie. Vous avez néanmoins essayé de vous rattacher au texte, à la jurisprudence et donc de construire un raisonnement de manière effectivement à convaincre, et il faut convaincre un tribunal de manière à pouvoir emporter finalement le morceau. Vous avez fait tous les deux preuve d'un effort également de vous approprier le sujet par, je dirais, l'éloquence, et c'est un concours d'éloquence, et d'avoir essayé de réveiller finalement le tribunal, d'avoir essayé de le suivre avec des facteurs très différents. Il y en a un qui a joué davantage sur sa voix et sur la hauteur de sa voix et sur le rythme. Le second a davantage joué des silences et finalement d'un rythme, un petit peu d'un faux rythme tout en accélérant à ce moment, ce qui prouve que l'on peut essayer de convaincre avec effectivement des approches et une prise de parole très différentes qui ont eu pour effet finalement que nous sommes restés quand même à l'écoute
de votre raisonnement, tout en tenant effectivement 10 minutes. Je dis, le seul point, effectivement, a été peut-être de mieux comprendre les éléments factuels. J'avais volontairement pas lu les éléments, les cas pratiques, de manière à, effectivement, à ce que vous m'absorbiez et que j'absorbe votre prose. Et donc, là-dessus, il m'a manqué effectivement quelques éléments. Néanmoins, je dois dire que l'exercice a, à plein d'égards, été réussi. Sur le second duo, qui avait pour difficulté à la fois de jouer le rôle de procureur pour l'une et de défense pour l'autre, le rôle du procureur n'est jamais quelque chose d'évident, et on s'en rend compte, parce que finalement, on représente l'autorité et l'État. Et vous avez effectivement donné cette dimension, effectivement, de la société que vous représentiez et de vouloir la défendre. Alors, vous y avez beaucoup mis, finalement, d'énergie, beaucoup mis de force, mais peut-être que dans cette force, il aurait fallu, à mon sens, et au sens des autres membres sans doute, peut-être y mettre un peu plus de nuances. Après tout, l'arme est effectivement lourde, mais il me semble encore, au regard des faits, que homicide, il n'y a pas eu, et donc vous n'avez pas, sans doute, assez joué sur la proportionnalité, sur la mesure des choses. On a eu une dramaturgie qui était très forte, mais avec une volonté, bien évidemment, de convaincre que les faits étaient inadmissibles et qu'il fallait sanctionner. 10 ans, néanmoins, d'emprisonnement comme réquisitoire, j'en reste encore un peu quoi. La défense n'est jamais quelque chose d'évident face à, effectivement, à un procureur qui tire à l'arme lourde, même sans char d'assaut. La difficulté, c'est aussi d'emmener finalement dans une défense parallèlement le tribunal, et vous avez joué d'une approche qui était davantage dans la poésie, le romantisme même, si on pourrait dire littéraire, perdant parfois un petit peu le fil de ce qui pouvait conduire à une défense. Vous êtes néanmoins raccroché à ce moment à des textes que vous avez pu faire valoir, des éléments factuels qui n'avaient pas été mis en phase par le procureur, de manière à remettre un peu en perspective. Mais le fil conducteur en devenait parfois un peu compliqué, puisqu'aux alentours de vos anicroches littéraires ou artistiques, on perdait parfois un petit peu la manière dont vous pouviez convaincre le tribunal. Mais l'effort, là encore, doit être dit, les propos étaient clairs dans l'intonation de la voix, avec l'idée effectivement de vous faire comprendre et d'échanger finalement avec le tribunal, avec là aussi, je ne l'ai pas dit pour les premiers, vous avez réussi à soutenir le regard et à jouer le rôle jusqu'au bout. Ce qui n'est jamais évident parce que je conçois que le moment soit impressionnant, même si le plus impressionnant était derrière vous, c'était le public. Pour les 3e années, et finalement avec l'élan, sans élan, j'ai cru que j'allais effectivement faire un peu plus, j'allais me balader du côté du Canada et de la nature, et finalement le caribou est rapidement reparti. Vous avez un sujet qui n'était pas évident et que vous avez abordé finalement de manière un petit peu, même voire très différente. J'ai admiré une chose, et je crois que je ne suis pas le seul, c'est que vous avez parlé totalement sans notes. Ce qui est quand même un exercice qui est compliqué, là encore, avec le stress qu'il peut y avoir, maîtrisant votre temps, en tant que tel, et ayant finalement une voix claire, jouant peut-être pour l'un davantage des gestes et davantage finalement de l'ensemble de son corps et de sa présence, pour le second davantage des silences et finalement d'une forme de rythme qui se voulait à la fois très marqué au départ, et vous avez su, d'ailleurs ça vous a peut-être un peu déstabilisé, mais les rires de la salle sur le caribou ont marqué effectivement les premières minutes, et revenant dans un faux rythme davantage à la suite. Alors je dirais que vous aviez des qualités qui étaient finalement communes, et vous aviez aussi une difficulté, et c'est le temps qui jouait un peu contre vous, c'est que 10 minutes parfois c'est un peu plus long, et on a pu parfois perdre un petit peu le fil ou sentir une fatigue, ce qui est logique face à un tel exercice. Il n'empêche que vous avez su avoir une approche différente, et notamment pour le second, je dois le dire, le raisonnement un petit peu en circuit, revenant sur vos éléments de départ, était plutôt intéressant. Je trouve que vous avez tous les deux su finir également sur une conclusion qui était plutôt plus marquée, plus dynamique, après un petit moment que je considère comme de creux autour de la 7e ou 8e minute. C'est-à-dire que vous avez su effectivement continuer à être concentré, à être dans vos éléments et ne pas vous laisser finalement perturber par les événements extérieurs. Voilà, c'était un bel exercice, et je trouve que sur la forme comme sur le fond, l'exercice était réussi.
Voilà, Monsieur le Président, pour les quelques merci, éléments. Monsieur le doyen. Monsieur le vice-doyen, vous avez la parole pour le petit débriefing. J'ai respecté un temps raisonnable, je pense. Alors la soirée a été placée sous le signe de l'amour par Monsieur Castel tout à l'heure. J'en profite pour le remercier de m'avoir invité. Et ça tombe bien que ça soit placé sous le signe de l'amour, parce que vous savez que le doyen et moi, nous sommes un vieux couple. Et que tout est dit lorsqu'on a dit qu'il y a le doyen ici et le vice-doyen à côté, puisque moi je suis, vous savez, comme dans les séries américaines, il y a le bon flic et le mauvais flic. Moi je suis le vice-doyen, je cultive le vice et je serai donc moins positif que le doyen. Je vous dirai la même chose au fond parce qu'il a tout dit, mais je vous dirai la même chose en plus désagréable. Alors les uns après les autres. Cette année, en première année et d'ailleurs après, il y a eu une curiosité. Les dernières fois que j'ai fréquenté ce jury, il était d'usage, c'était un peu long, mais c'était l'usage, que les faits soient lus avant que les plaidoiries commencent. C'était pas le cas, alors c'était pas très grave parce que moi j'avais un peu lu très rapidement, mais j'avais lu quand même les faits. Mais la difficulté que ça a, à mon avis, immédiatement fait apparaître pour vous, et aussi un peu moins pour vous, je veux dire pour le premier, pour le demandeur, et aussi pour le défendeur, c'est que je me demande, pour ce qui est de la salle, qui n'avait pas connaissance des faits, qu'est-ce qu'ils ont compris ? Vous êtes arrivé, monsieur, en disant pourquoi ? Je pense qu'à la fin de votre plaidoirie, il se demandait aussi pourquoi encore, où vous vouliez aller et quel était le sens de votre démonstration. C'est un reproche qu'on peut faire aussi à vous, monsieur. Vous avez fait une entame un peu moins longue, un peu théâtrale aussi, mais un peu moins longue, et vous êtes plus rapidement allé dans les faits, et vous avez donc de ce côté-là peut-être mieux guidé votre auditoire. Mais ça m'a posé problème pour l'un et pour l'autre. Pour l'un et pour l'autre aussi, je trouve que vous avez une tendance à surjouer. Ça ne vaut pas que pour vous, ça vaut pour d'autres après vous. On dit souvent que les avocats sont en... D'abord, les avocats représentent leurs clients. On dit parfois qu'ils sont en représentation. Pour certains d'entre vous, c'est vrai. Et ça montre aussi pour certains d'entre vous que l'exercice du théâtre et puis l'exercice de l'éloquence et encore l'exercice de la plaidoirie, ce sont finalement bien trois exercices différents. Parfois, vous jouez trop avec la forme, vous en oubliez le fond. Alors on dit que la forme emporte le fond, c'est vrai, le jury est séduit par la forme, mais il y a d'autres choses qui séduisent un auditoire que la forme. Je veux dire, une belle démonstration, ça peut séduire un jury, un raisonnement qui se suit bien, des faits qui sont bien exploités et présentés, ça peut capter l'attention et permettre de suivre votre raisonnement. Les fioritures, c'est très bien, mais les fioritures, ça ne suffit pas. Les gargouilles de Notre-Dame, c'est joli, mais c'est pas ça dont on se souvient d'abord lorsque on se souvient que Notre-Dame a brûlé. Il faut construire votre raisonnement peut-être davantage, prêter plus d'attention au fond des choses, au-delà de la forme. Ça, c'est l'essentiel de ce que j'ai pensé pour la première prestation. Pour les deuxièmes années, procureur et puis la défense, j'ai à peu près les mêmes remarques. Encore que vous soyez, vous, en tant que procureur, rentré plus vite dans les faits. Alors, vous avez fait un peu employé un peu la même méthode que votre camarade tout à l'heure. Ça veut dire, vous êtes parti sur la guerre, c'est la guerre. Bon, c'est la guerre, mais de quoi ça parle, quoi. Vous imaginez, vous rentrez dans un tribunal, le client est là, le pauvre, on va lui énoncer les différents griefs qu'on lui reproche, ou les différents chefs d'accusation suivant la juridiction, suivant l'endroit, suivant les faits, et on lui dit c'est la guerre. Okay. Mais pourquoi, quoi? Et donc, heureusement, après, vous en êtes revenu au fond. J'ai trouvé votre ton assez agréable. Je veux dire précisément qu'il n'était pas surjoué. Vous êtes l'une des rares, j'ai trouvé, à avoir un ton naturel que l'on suit. Enfin, on vous imagine, peut-être qu'on vous imagine moins en procureur qu'en défense, mais enfin, on vous imagine quand même en situation avec une argumentation qui finalement est relativement facile à suivre. Pour ce qui est de vous, mademoiselle, madame, je ne sais pas comment il faut dire pour être politiquement correct, disons madame. Alors, c'est une question, peut-être monsieur le bâtonnier reviendra, qu'on s'est posée. Vous avez un ton qui est clairement surjoué. Enfin, vous c'est clairement de la représentation, c'est clairement du théâtre. C'est quelque chose qui se situe dans un endroit bizarre entre Harry Potter et Phèdre. Je veux dire...
par moment c'est Ophélie, par moment on s'attend à ce que vous déclamiez quelque chose d'absolument dramatique, d'une voix un peu tremblotante et blanche, que vous entamiez un monologue racinien, encore une fois. Donc c'est presque inquiétant. Le propos est souvent joli, poétique, évocateur, parfois un peu curieux. Vous avez utilisé des métaphores en reprochant les instruments employés par le ministère public et en disant que ces instruments aboutissaient à dépeindre des couleurs curieuses et que l'utilisation des instruments de musique aboutissait à un Kandinsky, ce qui soit était curieux comme métaphore de passer de la musique à la peinture, soit était une correspondance baudelairienne. Disons que c'était une correspondance baudelairienne. Du coup, ce que je vous reprocherais, moi, c'est là encore d'avoir traité davantage la forme que le fond. Et pour vous dire, pour trahir un peu ce que l'on s'est dit tous sans délibération, je pense, en tout cas à titre personnel, que vous seriez encore plus à l'aise que vous l'avez été ici dans le 3e exercice, dans l'exercice d'éloquence. Ça, c'est fait pour vous, parce que je pense que votre côté théâtral peut être utilisé dans ce cadre-là. Mais là, à mon avis, vous en avez fait... c'est pas que vous avez fait trop à la forme, c'est que vous avez fait un autre exercice. Ça paraît négatif, mais j'ai dit que je serais négatif tout à l'heure. Ça ressemblerait à ce qu'on appellerait à l'université un hors-sujet. Mais c'était un joli hors-sujet, c'était intéressant et agréable à écouter. Troisième série de candidats, l'éloquence. Alors là aussi, le grief est un peu le même, c'est un peu surjoué, notamment pour vous, monsieur, je vous ai trouvé vraiment dans la démonstration théâtrale. C'est bien, vous avez une présence, vous êtes là, vous êtes posé par terre, fixé au sol, vous captez l'attention du jury, mais le jury se demande bien ce que vous dites, quoi. L'élan, vous ne l'avez pas défini, on ne sait pas ce que c'est. Quand monsieur ensuite a embrayé sur l'élan, le caribou, j'ai trouvé ça très bien parce que c'est à ça que je pensais. La première chose que l'on fait quand on traite ce genre de sujet, c'est se dire qu'est-ce que ça veut dire le mot, qu'est-ce que c'est que l'élan. Vous avez pris une signification que vous n'avez pas donnée à entendre au jury, on ne sait pas finalement de quoi vous parlez, sauf quand on vous suit dans votre élan, alors que vous êtes parti de la définition pour ensuite construire un propos ou annoncer que vous construisiez un propos. Quand vous avez commencé, je me suis dit que c'était très bien et que vous aviez compris les canons de l'exercice, j'étais prêt à vous suivre. Vous vous êtes un peu perdu, ça vous a été dit ensuite. Vous avez presque annoncé un plan et après vous vous êtes perdu dans le fil du raisonnement. Vous, monsieur, je trouve que vous avez des familiarités avec le jury. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai travaillé? Moi, je n'ai jamais travaillé, je suis beaucoup plus brillant que la moyenne, c'est tout. Donc ne prenez pas de paris pareil. Faites attention quand vous parlez au jury et quand vous le mettez dans votre poche, parce que ça peut ne pas lui plaire. Portez une bonne appréciation du jury, dire aux membres du jury qu'ils sont formidables. C'est vrai pour certains d'entre eux ici. Mais c'est déjà porter une appréciation sur le jury et ça peut être mal pris par le jury qui peut se dire mais qui vous êtes-vous pour trouver que moi je suis bien? Qu'est-ce que vous y connaissez? Vous ne vous rendez même pas compte de ce dont vous parlez. Donc ça, faites très attention à ça. Vous, encore une fois, je vous ai trouvé plus naturel, plus construit, j'ai eu plus de facilité à vous suivre, mais vous avez perdu de l'élan à la fin, et donc j'ai eu de la facilité à vous suivre jusqu'à la 3e minute, où là je me suis un peu arrêté, essoufflé, et pour l'un comme pour l'autre, j'ai pas compris votre point d'arrivée, j'ai pas compris votre conclusion. Je sais pas ce que vous avez démontré, alors ça, on peut vous le reprocher, on peut aussi le reprocher à ceux qui ont posé la question, avec ou sans élan, répondez par oui ou par non. Enfin, je veux dire, est-ce que vous prenez de la sauce? Oui ou non? Vous prenez avec de la sauce ou pas? Oui. Ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de réponse positive. C'était en fait le sujet avec ou sans élan. C'était pas avec ou sans élan, position positive ou position négative. Du coup, c'était peut-être compliqué, même comme ça, de répondre à cette question. Peut-être n'êtes-vous pas tout à fait responsable de cette difficulté de conclusion. Mais enfin, moi, quand même, elle m'a gêné. Ce qu'il faut en retenir, je pense, pour tous, c'est... travailler un peu le fond et faire remonter le fond à la surface de la forme sans penser que cette forme emporte le fond. Ça, c'est à mon avis l'enseignement essentiel qu'il faut garder en tête et pour vous particulièrement changer un peu d'exercice. Pour l'instant, vous maîtrisez mieux l'alexandrin que la linéa, mais ça peut changer. Merci, monsieur le vice-doyen. Alors, en tant qu'avocat, je vais essayer de vous défendre un petit peu, mais pas seulement, et essayer de synthétiser rapidement
Rapidement, les observations à faire. Alors rapidement, attention, quand on est avocat, on est bavard, donc il ne faut quand même pas trop attendre. Pour le duel de la première année, effectivement, on était assez, je crois, d'accord sur le fait que vous avez respecté l'exercice, mais il était dommage de ne pas présenter davantage les faits. On n'a pas eu suffisamment d'exposés des faits, et c'est vrai que pour le public, on dit oui, mais alors de quoi il parle? Oui, pourquoi le mal? De quoi on parle? Pourquoi on est là? Et c'est dommage de ne pas avoir davantage utilisé les faits, puisque naïvement, j'accuserais en général les organisateurs de mettre des énoncés, des exercices qui vous permettent d'utiliser des faits à des fins humoristiques, à des fins juridiques. Les deux, bien évidemment, pourquoi pas, on peut les cumuler. Et vous n'avez pas utilisé l'un et l'autre cette capacité, cette faculté. C'est un petit peu dommage. Vous avez quand même fait l'effort de chercher à justifier, à argumenter, à trouver des éléments juridiques, c'est de la jurisprudence. Donc, il y avait des bonnes choses, vous n'êtes pas allé au bout, et peut-être que le fait de ne pas avoir présenté suffisamment l'énoncé des faits vous a mis dans une situation, de facto, qui n'était pas facile ensuite pour vous permettre de développer et de vous lâcher totalement. C'est un petit peu dommage. Dans l'ensemble, je trouve que vous avez bien réussi votre exercice, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes en première année, et je trouve que c'était vraiment un beau duel. On vous donnera le résultat après, mais en tout cas, je trouve que vous avez bien réussi votre exercice. N'hésitez pas vraiment la prochaine fois. L'énoncé sert à quelque chose. Parlez-en, utilisez-le, faites rire le public à petite dose, il ne faut pas en abuser. Et surtout, n'hésitez pas à penser que votre auditoire, il doit vous comprendre, parce que si on ne vous comprend pas, on ne vous suit pas. On vous a suivi, il n'y a pas de problème, mais attention à cet écueil. Pour le duel féminin de la deuxième année, alors moi je dirais mesdemoiselles parce que je ne suis pas politiquement correct, mais après, on est avocat ou on ne l'est pas. Alors pour Madame le procureur, je prends toujours un malin plaisir à dire du mal des procureurs. Ben oui, faisant du pénal, forcément, je ne peux dire que du mal des procureurs, étant souvent en défense, mais toutefois, je vais vous défendre un petit peu quand même. Pour dire qu'effectivement, vous avez pris le bon ton assez naturellement, en essayant de prendre de la hauteur. Bon. Dommage aussi de ne pas avoir suffisamment expliqué, parce que, on parle de chars, c'est la guerre, allez-y, profitez-en, il faut en jouer, ou il faut jouer sur la gravité des choses, puisque finalement, vous aviez un boulevard, et vous avez pris le risque de donner beaucoup d'arguments à la défense, en ne vous justifiant pas suffisamment, en n'expliquant pas suffisamment les qualifications, en reprenant pas suffisamment les faits pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et c'est vrai que si on ne lit pas le sujet, on n'a pas tout compris. Donc c'est un petit peu dommage. Et c'est d'autant plus dommage qu'à la fin, effectivement, je rejoins ce que vous a dit monsieur le doyen, les réquisitions n'étaient pas dans la cour d'assises, là. Vous avez demandé 10 ans. Ça tombe comme ça. Alors si vous mettez 10 ans pour cette histoire de char, qu'est-ce que vous allez faire pour quelqu'un qui a violé, tué? On va remettre en place l'écartèlement ou le pilori. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc attention à ça, c'est jamais facile, je pense, d'être procureur, parce que c'est pas forcément le rôle le plus agréable. Il faut arriver à enfiler le costume, mais en tout cas, vous avez essayé de le faire, et je trouve que dans l'ensemble, c'était plutôt bien. En défense, alors effectivement, vous nous avez raconté une belle histoire. Vous avez des capacités à emmener votre auditoire, à dire des belles choses avec un ton très agréable, des belles qualités d'élocution, belles qualités d'éloquence. Mais vous avez défendu votre client pour dire qu'il était innocent. Mais il est innocent de quoi? On l'accuse de quoi? Il est innocent pourquoi? Vous aviez des possibilités pour remettre le procureur à sa place,
Et je trouve que vous avez raté l'occasion de pouvoir lui dire, mais madame le procureur, il est innocent, vous voyez bien, il a voulu défendre, il a voulu défendre la paix, on est en guerre quand même. Et puis, regardez, il est parti d'une belle intention, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il se défende. Mais expliquez-nous à quoi ça correspond. Hein, et puis vous voulez lui dire, ben non, il est innocent, mais justifiez-le. Voilà. Il n'est pas le tout de bien parler, de faire un bel exercice sur la forme, mais d'oublier parfois aussi un petit peu d'argumentation juridique qui vous aurait peut-être permis de clouer définitivement le bec à votre contradicteur, qui était en l'occurrence le procureur, et vous aviez cette position de défense qui est en plus facile, que vous répondez, et vous auriez pu justement utiliser cette faiblesse. Vous avez peut-être raté, et peut-être que vous êtes trop reposé sur cette belle élocution. Alors, monsieur le vice-doyen vous a fait la comparaison entre Harry Potter et Phèdre. Bon, je dirais qu'Harry Potter a perdu sa baguette magique pour faire apparaître les arguments juridiques, et c'est un petit peu dommage. Donc, c'est très bien, vous avez du talent. N'oubliez pas le fond, parce que le talent, la forme et le fond, ça donne un superbe exercice. Pour, avec ou sans élan, nos troisième années, alors effectivement, je partage ce qui vous a été dit, bravo, parce que vous avez fait un exercice a cappella, et a cappella, parce qu'avec une voix et une diction très agréable, et puis sans note, c'est une prise de risque, évidemment, qui est appréciable, et bravo, parce que c'est la première fois que je le voyais pour les troisième années. Ça fait quand même quelques années, une quinzaine d'années que je viens pour la Lysias. Mais c'est la première fois que je vois des étudiants venir concourir sans leurs notes, sans filet, donc bravo. Ce qui vous a été dit, je le partage. Pour la positive, alors la positive, effectivement, qu'est-ce que ça voulait dire, avec ou sans élan, quel est le sens positif? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Je ne sais pas si votre argumentation vous fera gagner la médaille d'or, vous le saurez tout à l'heure. L'allégorie avec le rapprochement sportif, j'aime bien le sport, ça pouvait me parler. L'idée était intéressante, vous avez essayé de garder un fil directeur. Peut-être un petit moment, c'était un petit peu plus dur, et c'est vrai que le sujet vous forçait à avoir un petit peu de constance, mais vous avez construit votre argumentation, je trouve que c'était intéressant. Et vous avez fait l'effort quand même de traiter le sujet. Donc, un petit peu court, mais quand même, vous avez tenté, avec ou sans élan, je ne sais pas, mais vous êtes parti sur la ligne de départ et vous avez réussi à finir avec une bonne conclusion, ce qui était bien. Pareil pour vous, jeune homme, une bonne accroche, vous êtes bien parti, c'est bien, vous avez la capacité de pouvoir faire un petit peu de dérision, un petit peu d'humour, c'est toujours bien perçu dans ce genre d'exercice. Avec une bonne idée de départ, et puis à un moment donné, vous partez sur autre chose, vous avez pris le risque de prendre des chemins détournés, et puis après de revenir, mais vous avez quand même retrouvé votre chemin, vous êtes revenu sur vos pas, sans vous perdre, donc ça c'était intéressant, mais c'est vrai que quand on prend un chemin détourné, attention, parce que parfois on peut faire un petit détour qui vous coûte un petit peu. Donc sur l'ensemble, votre exercice était quand même très bien réussi. En plus, sans note, encore une fois, je trouve que tout ça a été vraiment très impressionnant. Et vous avez quand même bien réussi votre exercice. Donc bravo à tous les deux. Et donc nous allons donc passer au moment tant attendu du résultat. Roulement de tambour, je ne sais pas si on a... Le roulement de tambour. Alors, pour les premières années, le gagnant pour la Lysias, Université d'Évry, est monsieur... Je vérifie quand même. On est d'accord? Vous ne l'aviez pas vu venir. Alors, le gagnant est la Défense, monsieur Benasser à Nice. Bravo. Pour le duel de ces gens peu d'âme,
Ça me fait mal pour l'avocat de la défense, mais c'est madame le procureur qui a gagné. Et donc, je vais prendre mon élan pour donner le résultat. A gagné pour la 3e année, monsieur Abderrahim Adel. Bravo! Et bravo à tous. Les délibérations n'ont pas été toujours faciles. Voilà. Mais il faut un gagnant. Bravo à ceux qui ont été choisis. Alors du coup, avant de lever la séance en quelque sorte, j'aimerais vous faire un petit discours. Déjà, premièrement, félicitations à vous tous, que vous ayez gagné ou pas, parce que vous avez du mérite d'avoir fait l'ISIAS. Secondement, j'aimerais remercier notre jury. Messieurs, nous avons été ravis de vous avoir ce soir et très honorés de votre présence. J'aimerais aussi remercier l'ensemble du public. Merci d'être venus, de vous être déplacés, d'être venus les soutenir et nous soutenir. Je veux aussi remercier nos partenaires, la Maison des avocats, la faculté d'Evry et surtout l'UFR Droit, vu qu'on a notre doyen et notre vice-doyen. Je voulais aussi remercier les éditions Émeric B. D'ailleurs, chaque candidat, chaque gagnant va repartir avec les présents que vous voyez là sur la table. De plus, sachez que vous n'avez pas tous vos cadeaux présents ce soir, car avec le bureau, on a décidé de faire une cérémonie pour vous remettre l'ensemble de vos cadeaux en grande pompe. Notre partenaire Noy offre à tous les finalistes un repas gratuit. Et à tous nos gagnants, 5 repas gratuits, ce n'est pas mal. Je tenais aussi à remercier mon bureau, Edith, Kalmata, Siam qui n'est pas là, et Monsieur Castel, président d'honneur. Je vous invite d'ailleurs à venir avec moi ici. On est amoureux, on ne l'est pas. Hein. Parce que l'aventure Lysias n'a pas été de tout repos. Elle a été semée d'embûches, il faut le dire. Et j'ai un bureau magnifique qui m'a énormément aidé, qui m'a appris, je trouve, quand même. Resserrez-nous pour le carnage de Julien. Faut que je suis sur la marche, moi ça me Voilà, du coup, je tenais à le remercier tout particulièrement. Parce que l'ISIAS est une grande aventure humaine et je suis honorée et très ravie de l'avoir vécu avec E3 présent ce soir et avec Siam qui malheureusement n'a pas pu être là. Je remercie Irina, notre photographe attitrée à l'ISIAS, et je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés dans la préparation de ce concours, de près ou de loin. Et le dernier merci sera pour Magellan. Vu que grâce à eux, pour la première fois, l'ISIAS est filmé et on pourra revoir les exploits de tous nos candidats encore et encore. Surtout que certains vous faisaient des têtes. Pépites, vraiment. Donc un grand merci à eux parce qu'on souhaitait vraiment que cette finale soit filmée et qu'on en ait un souvenir vidéo. Et bien sûr, l'annonce que vous attendez tous, le buffet. Effectivement, je vais vous inviter à aller dans la salle derrière et à aller festoyer. Et encore un grand merci à vous tous et on peut tous s'applaudir.